Maintenant, c'est bon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir bien chaleureusement le réalisateur Paul Frey. Merci d'être au Méliès avec nous aujourd'hui pour une projection exceptionnelle et sur très grand écran de votre série. Avant de passer la parole aux spectatrices et spectateurs, quelques premières questions, et notamment sur la construction d'une vision de l'histoire que vous avez qui va contre des théories qui ont pu être formulées. On l'entend au moment dans un de ces deux premiers épisodes, que vous réfutez par exemple la théorie des armes, des germes, de l'acier, qui a été écrite, démontrée par Jared Diamond, et vous proposez face à ça une écriture autour de trois concepts centraux qui sont le génocide, la civilisation et la colonisation. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à construire votre histoire autour de ces trois thèmes fondamentaux et comment est-ce que c'est relié avec votre travail en commun avec trois auteurs qui sont, j'ai l'impression, vos amis aussi dans la construction, Sven, Roxane et Michel Fro. Je vous laisse la parole. Merci. D'abord, je ne vais pas répondre à toute cette question parce qu'on en aura pour 3 heures. Mais merci pour la question. C'est simple, au départ, ce projet naît de ma rencontre avec l'œuvre de Sven Lindqvist, qui est le livre qui va déclencher le projet. Et le livre de Sven va quelque part résumer, ou en tout cas mettre dans des termes précis et efficaces, un ensemble de choses sur lesquelles j'ai travaillé un peu toute ma vie, toute ma carrière professionnelle, et qui recroisent mes pensées, qui recroisent les notes que je prends dans mon journal de cinéaste, et qui donc déclenchent l'idée de ce film. Et très rapidement, bien entendu, je ressens le besoin de renforcer la narration de Sven avec la narration plus spécifique qui concerne le génocide des Amérindiens, et donc toute la séquence de la création du soi-disant Nouveau Monde. Et ensuite, il me fallait aussi une sorte de matrice théorique sur l'histoire elle-même. Et c'est ce qu'amène Michel Rolf-Trouillot à travers un livre magistral qu'il a développé, Silencing the Past, dans lequel il démontre comment l'histoire non seulement est le récit des vainqueurs, mais également qu'il y a d'énormes pans de cette même histoire qui est passée sous silence et qui empêche la compréhension réelle de cette histoire commune finalement, puisqu'il n'y a pas des morceaux d'histoire éparpillés dans laquelle chacun peut se servir. Il y a une histoire de cette planète, une histoire de la race humaine sur cette planète. Et donc, à travers ces trois piliers, qui sont des œuvres solides, qui sont, je dirais, écrites au moment, voilà, parmi les grandes œuvres de chacun de ces intervenants, j'ajoute ma propre expérience de 40 ans autour de ces sujets, et c'est ça qui permet de faire un film comme celui-ci. Et on a pu voir au cours des 2-3 dernières années, notamment produites par Arte, des séries qui, un peu comme la vôtre, emploient différents médiums, de l'animation, des images d'archives, et qui s'attaquent à des histoires longues, je pense aux routes de l'esclavage, ou à la série Décolonisation, et qui ont aussi fait appel à des épisodes un peu oubliés, ou des figures oubliées, pas assez en tout cas médiatisées, comme la révolution haïtienne, l'indépendance d'Haïti, le massacre des Héréros ou la figure d'Anténor Firmin dont vous parlez qui réfute les théories raciales. Vous, comment vous êtes allé chercher, comment avez-vous choisi les morceaux d'histoire qui allaient composer cet ensemble justement destiné à ne pas raisonner par bloc
et à vraiment faire du lien entre tous les territoires et les écoles. Justement, il fallait, je savais dès le départ qu'il fallait écrire un film qui ne permette plus aucun recul, aucun déni. C'est un peu le résultat de mes voyages avec mon film précédent, I Am Not Your Negro, qui, bien entendu, a rencontré a créé beaucoup de discussions, qui a fait bouger un certain nombre de choses, mais je sentais dans certains territoires qu'il y avait encore une velléité de renvoyer la chose vers l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique raciste, l'Amérique violente, et de ne pas voir que le discours de Baldwin était universel et qui parlait non seulement de l'Amérique, mais de l'ensemble du monde dit dominant, et notamment de l'ensemble du monde occidental. Et donc, et en particulier en France, les journalistes en particulier avaient tendance à pousser le projet, le film, vers les extérieurs, disant que ici on a liberté, égalité, fraternité, donc il n'y a rien à voir, circuler. Donc il fallait que j'aille aux origines de tout ça, que j'aille aux origines de ce qu'on va appeler plus tard la white supremacy, et également du white privilege, et d'aller au bout de l'histoire qui nous amène à aujourd'hui. Donc en gros c'était ça le concept. Et alors du coup les segments que vous êtes allés piocher, c'était des histoires que vous aviez rencontrées dans votre parcours, ou parce qu'il y a, en fait, on est impressionné par justement, j'ai peut-être pas totalement répondu. Il ne s'agissait pas pour moi d'aller chercher des segments. Il s'agissait vraiment d'aller au centre de ce qui a été la pensée fondamentale de l'Europe dans son expansion. Donc ça veut dire que comme il y avait d'une part, bien entendu, le commerce et le capital, parce que cette histoire, elle est parallèle au développement du monde capitaliste. Et il y a un moment où ça commence. On ne peut pas dire, il y a des gens parfois qui disent oui, mais il y a toujours eu l'esclavage, ou il y a toujours eu les guerres, il y a toujours... Non, cette histoire démarre très précisément avec les croisades, où il s'agit d'une part d'aller soi-disant récupérer Jérusalem, mais en fait c'est aller récupérer toutes les voies commerciales dominées par les Arabes. On en profite aussi pour chasser les Juifs, pour forcer les conversions. Donc la religion chrétienne, en alliance avec l'État, décide de commencer à hiérarchiser les citoyens en disant ceux qui ont le sang pur et ceux qui ont le sang impur. Comme vous voyez sur l'une des cartes qu'on a fait, le sang pur c'était le centre de l'Europe et le reste de la planète était impur, donc noir, jaune et bigarré. Donc à ce moment-là, on a déjà une première accumulation de richesses qui permet le financement des grandes navigations. Et les navigations, c'est pas du tout pour ni aller civiliser, ni aller par curiosité voir quelles sont les terres qui existent, c'était pour trouver les routes commerciales qui vont permettre plus de profit. Quand on analyse le contrat signé par Colomb et la monarchie, c'est un contrat commercial, où on se partage déjà le butin. Et ça va de pair avec ce qu'on a appelé la théorie de la découverte. Parce que ça aussi, c'est une notion nouvelle. Avant, les guerres, les invasions, etc., voilà, c'est chaque siècle, ou 50 ou 200 années, ça allait dans un sens, puis ça revenait. On n'allait nulle part. Quand les Vikings vont en Chine, ils ne plantent pas leur drapeau et disent, voilà, maintenant ça nous appartient. Non, soit on mélange les peuples, ou il y a un autre ordre qui se met en place et qui dure 100 ans ou pas, ou moins. Et en tout cas, il y a une sorte de flexibilité sur l'ensemble des territoires. Ça va changer avec les grandes expéditions, où on arrive, on plante son drapeau, c'est à moi. Et
on commence ce qu'on appelle la colonisation de peuplement, où il s'agit de remplacer les peuples qui sont déjà là et par une nouvelle population. Donc, on élimine les indigènes, et pour revenir avec votre citation, oui, les maladies, oui, les armes, etc., tout ça, ça a participé au génocide, mais comme le dit très bien Sven, fondamentalement derrière tout ça, c'est la notion qu'on pouvait éliminer des races dites inférieures. Donc, à partir du moment qu'on s'est pris cette notion et qu'on l'a internalisée, tout était possible. Il n'y a pas eu de limite. Ça a mené à tous les crimes qu'on a connus après ça, jusqu'à raccorder jusqu'à la Shoah elle-même. Parce qu'on oublie, le fait de justement compartimenter l'histoire n'aide pas à la compréhension des grands courants de pensée, des grandes responsabilités historiques, et ça parcellise les questions. Et c'est parfois très difficile de comprendre. C'est pour ça que nous, on prend un recul de 600, 700 ans pour essayer de voir l'ensemble de cette histoire, où elle commence et comment elle nous amène à aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'il y a la diffusion des 2 autres épisodes à la suite de cette rencontre. Oui. Et j'anticipe un tout petit peu, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a une phrase je crois que c'est de Sven Ingvist, dans le texte de l'épisode 4, qui dit « Nous ne voulons pas nous souvenir, nous aurions préféré que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme. Cela aurait en effet été plus rassurant. » Et je crois que c'est vraiment la dynamique à l'œuvre dans votre film. Il y a une autre phrase, moi, qui m'a vraiment touché directement, qui est « Ce n'est pas le savoir qui nous manque ». Au sortir de la vision des 4 épisodes, et on peut revenir en tête cette maxime d'Horace qui dit « Sapere aude », ose savoir, et le courage de savoir, de confronter. Et je trouve que dans votre démarche qui est très claire, il y a, vous dotez les spectateurs et spectatrices d'une responsabilité après avoir vu la série. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus jouer la carte de nuance. Oui, c'est ça l'idée, c'est-à-dire de mettre tout à plat et que personne ne pourra dire après que je ne savais pas. Surtout aujourd'hui, où on a accès à tout. Et le film, ce que le film essaie de faire avec ces 3 auteurs, et donc qui est la continuité de ce travail, c'est justement de mettre tout à plat. Et le leitmotiv de Sven qui dit c'est pas le savoir qui nous manque, c'est plutôt les conséquences qu'on doit tirer de ce savoir. Et ça, on refuse de le faire. Et on refuse d'autant plus de le faire quand on est du bon côté. C'est-à-dire, c'est plus facile d'entretenir le statu quo que d'aller, par exemple, brûler des voitures. Donc, et c'est cette Europe-là, et je considère aussi l'Amérique comme une continuité de cette Europe. Parce qu'on a tendance toujours à dire, voilà, il y a la vieille Europe et puis il y a le nouveau monde. Ce sont les Européens qui ont colonisé le nouveau monde. Il n'y a pas comme ça un arrêt brutal de la liaison entre les deux. Donc il faut reconstituer cette histoire, il faut illuminer les parties qui ont été éteintes ou tenues en silence pour qu'on comprenne l'ensemble. Et pour revenir à la Shoah, et je crois que c'est dans le 3e épisode surtout, le fait que Hitler lui-même a été nourri par cette histoire. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'arrivé au pouvoir, pour lui, l'Amérique était le modèle. Il l'a répété plusieurs fois que, voilà, aux Américains, on n'a rien dit quand ils ont décimé les Indiens. Donc nous, on peut faire pareil avec les Juifs et les autres, parce qu'il n'y avait pas seulement les Juifs, il y avait voilà, tous ceux qui étaient autres et qu'il fallait éliminer pour agrandir le Lebensraum, donc l'espace vital vers l'est de l'Allemagne. Et donc il a également envoyé des gens étudier les lois ségrégationnistes du sud des Amériques pour voir comment s'en inspirer et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'Allemagne. Donc il y a une réelle continuité de ça. Il ne s'agit pas de dire, voilà,
les dernières années, il a été de rigueur de comparer qui a souffert plus que l'autre. Il ne s'agit pas de ça. Beaucoup de gens ont souffert. Il ne s'agit pas de défendre l'une ou l'autre, il faut expliquer ce qui s'est passé. Et quels sont les liens. Comme on le dit dans le film, il ne s'agit pas de comparer les génocides, mais ils ont des points de ressemblance et des points de différence. Mais le système lui-même est souvent le même, que c'est l'État qui se met en marche, et c'est la société aussi qu'on apprend à désigner l'autre. C'est-à-dire qu'on le fait de différentes manières. Il y a bien sûr la propagande, que ce soit au Rwanda ou en Allemagne, et puis il y a les lois qu'on vote, qui dit petit à petit, voilà, si vous êtes ceci ou cela, vous n'avez plus le droit d'aller à l'école, vous n'avez plus le droit d'aller d'avoir tel type de magasin, etc. Puis au bout du compte, vous n'avez plus droit à rien, et on vous pousse dans des parties de la ville ou de la campagne, et on crée des ghettos. Puis quand vous ne mourrez pas assez vite, on emploie la manière forte. Donc le génocide, ce n'est pas simplement une attaque spontanée qui voit le massacre de centaines de milliers de gens. Non, c'est préparé, c'est systématique, et il s'agit d'entraîner le reste de la population aussi, soit en tant qu'acteur ou en tant que complice, dans la machine génocidaire. Merci beaucoup. Je passe la parole par vous. J'arrive. Bonjour, merci beaucoup pour ce documentaire précieux qui réhabilite l'importance de l'articulation entre le génocide, la colonisation de peuplement et la dimension économique de cette entreprise très très claire dans votre documentaire. Maintenant, j'ai une petite question et un petit commentaire. Ma petite question, mais c'est par rapport à mon expérience en tant qu'enseignante et vivant en France. Ce type de documentaire, et qui est très intéressant, comme je viens de le dire, sa réception en France est toujours compliquée. Est-ce que vous avez pensé à la réception de ce type de documentaire par rapport à mon expérience? Si vous voulez, les étudiants ou les élèves ou les citoyens français, c'est très facile d'écouter l'importance de l'esclavage et ce que fait l'esclavage aux États-Unis, par exemple, mais c'est très difficile de faire le parallèle avec l'histoire coloniale et l'esclavagisme et l'histoire de l'esclavage en France. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé à cette réception-là en France? Donc, ça, c'est une première question. Une deuxième question, commentaire. Alors, ce que vous montrez, et notamment par rapport au settler colonialisme, ça a été aussi l'outil qui a été utilisé dans l'entreprise coloniale en France, et on le voit aussi à l'œuvre dans la colonisation en Palestine. C'est un settler colonialisme aussi, si on parle du cas israélien. Mon commentaire est le suivant. J'étais très surprise par la fin de la deuxième partie où vous vous référez à Alexis de Tocqueville, qui parle de la piste des larmes aux États-Unis, sachant que Alexis de Tocqueville, c'est l'auteur du rapport de 1847 sur l'Algérie et qui a complètement légitimé les boucheries perpétrées en Algérie. Est-ce qu'on va avoir la suite dans la troisième ou la quatrième partie où vous êtes contenté uniquement de Tocqueville dénonçant l'esclavage aux États-Unis, mais voilà. Mais taisons ces massacres-là en France. Je vais essayer de vous répondre. D'abord, en ce qui concerne Tocqueville, c'était important que j'utilise son témoignage puisqu'il était là. Et il ne s'agit pas d'analyser sa vie, ce qu'il a fait après ou avant. Simplement, je le prends comme témoin oculaire de ce qu'on a appelé le chemin des larmes. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de témoins occidentaux, ça veut dire capables d'écrire ce qui s'est passé, et qui ont été sur le terrain à ce moment-là. Voilà, c'est l'unique raison. Mais vous verrez, tout au long de ces 4 épisodes, justement, on démystifie un certain nombre de noms, soit d'historiens, de sociologues ou autres,
qui, à un moment de leur vie, sont fêtés comme des héros, et à d'autres, en fait, on se rend compte qu'ils ont écrit des choses totalement fascistes, racistes, etc. Donc ça, c'est à vous de juger ou pas, et de voir l'ensemble des 4 épisodes avant de pouvoir juger. La première question concernant à qui s'adresse, bon, vous savez, ce film et probablement l'ensemble de mes films, je les fabrique d'une manière où le spectateur lui-même doit entrer en action. Je ne fais pas de film pour une consommation, c'est trop facile. En plus, je ne suis ni spécialiste du racisme ni autre. Vous savez, c'est comme aujourd'hui dans la presse ou à la télé, autour d'une table, il y a 4, comment on les appelle, Les experts chroniqueurs. Et, une femme noire là, et qu'il y a une question d'actualité autour du racisme, tout le monde se retourne vers cette femme comme experte en racisme, et elle doit... Non, c'est ça le problème en fait. C'est qu'on le voit comme une responsabilité d'une partie de la population. Et c'est même l'origine même des problèmes. Que c'est pas une question de... tout le monde devrait se sentir concerné. Parce que quand on a voyagé, on a vu le reste du monde, on est toujours la victime de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Et c'est ça contre lequel on devrait tous se battre. De permettre de ne pas voir d'abord la forme d'un visage, ou la couleur d'un cheveu, ou la couleur d'une peau. On rencontre des hommes et des femmes, et puis chacun raconte son histoire. Mais il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de dire qui est meilleur ou qui est bien. Moi, c'est pas parce que nous avons eu des dictateurs en Haïti qui étaient tous noirs, c'est pas pour ça qu'ils sont mes copains. Donc c'est totalement absurde. Donc quand je fais un film comme ça, à ce stade, j'estime que c'est maintenant aux autres de faire leur boulot. C'est pas à moi de prêcher la bonne parole. L'œuvre de ces 3 écrivains est déjà une œuvre imposante, qu'on réussit à mettre à la portée d'un public plus large. À un moment donné, bon, il faut que chacun, en tant que citoyen, prenne ses responsabilités. En ce qui me concerne, voilà, j'ai pris les miennes, j'ai dit des choses que peut-être d'autres ne disent pas, et c'était important. Maintenant, qu'on le prenne ou pas, ce n'est plus vraiment mon problème. D'ailleurs, en filigrane, dans le film, on le comprend petit à petit. Il y a une phrase où je dis, voilà, j'ai été toute ma vie le parfait petit soldat. À un moment donné, voilà, le petit soldat, il livre sa marchandise, et maintenant c'est à vous de continuer le combat. Et ça, c'est important à comprendre. Je ne peux pas vous dire combien d'années j'ai passé à réellement éduquer les journalistes. Quand on me posait les questions, c'est comme si ils sont dans une caste particulière et ils vous posent des questions comme si eux, ils n'étaient pas concernés en tant que citoyens. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui même dans les débats télévisés, comment les journalistes interrogent les politiques. Parfois ils le méritent, mais parfois on se dit, mais quand même, ce bonhomme ou cette femme, ce sont des élus. D'où prennent-ils cette espèce de sensation de supériorité pour interroger un élu de cette manière? Pas qu'il ne faut pas critiquer ou poser des questions, mais il y a cette espèce de jugement que je suis mieux que vous. Non, personne n'est mieux que quiconque. Chacun a son travail à faire et a le droit d'être critiqué, mais cette attitude supérieure d'un instrument d'ailleurs qu'on vous donne, la presse ne vous appartient pas, c'est un métier que vous avez des comptes à rendre également. Maintenant, on a affaire à des tas de petits chefs, donc ils sont devenus des stars en plus. Et ça, c'est surtout ici, en ce moment, en période électorale, c'est absolument abominable à voir. Voilà. J'ai un peu divergé de la question. Bonsoir, monsieur Raoul Peck. Pierrette, je me présente à mon tour, Pierrette Piran.
Bonsoir. Je suis donc une militante de la lutte antiraciste et de la lutte contre les LGBTphobie. Vous n'êtes pas en train de me mettre en réseau, là? Direct. Non, voilà. il faut me demander. Je ne vous ai pas demandé, désolé. Alors, est-ce que je peux continuer ou pas? Non, vous ne pouvez pas continuer. Bon. Parce que on a le choix, on a l'avantage d'avoir un public avec des portes fermées, on peut se dire des choses. Mais l'idée n'est pas de communiquer avec d'autres à l'extérieur, parce que je ne sais pas qui ils sont, et je changerais peut-être ma manière de parler si je devais m'adresser à eux. Donc, je préfère qu'on ait une conversation de personne à personne, comme ça on se voit les yeux dans les yeux. Bravo. Il n'y a pas de souci. Enfin, même si, comment dire, c'est une démarche engagée et militante. Je sais, je suis vous êtes sûr. Un scénariste d'utilité publique pour ma part, et donc il faut donner la connaissance aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de venir au cinéma. Oui, mais dites-leur, si, maintenant on peut venir au cinéma. D'ailleurs, on peut voir ce film gratuitement sur Arte. Oui, d'accord, mais ceux qui n'ont pas réellement non, tout le monde, il faut prendre en compte que tout le monde n'a pas les possibilités de vraiment visionner des films. Ok. Allez-y, posez votre question. Après avoir vu votre documentaire, moi, va porter sur Haïti, en tant que d'origine haïtienne notamment. Et donc, vous dites dans votre film, donc il y a donc un dictateur et quelqu'un qui a trahi son pays. Et donc ma question est, quel est donc ça c'est votre point de vue, votre point de vue, et en quoi, comment, du coup, pourquoi vous dites ça, et par rapport au président qui a été assassiné aujourd'hui, lui, du coup, quel serait votre point de vue vis-à-vis de lui? Alors, je vais clarifier parce qu'il y a plusieurs choses. Quand je parle que j'ai quitté Haïti, que mes parents ont quitté Haïti à cause d'un dictateur, c'était François Duvalier. Okay, c'était dans les années 60. Ensuite, je parle d'un dictateur, enfin pas d'un dictateur, d'un homme que je vénérais et qui a trahi son peuple. Il s'agit de Jean-Bertrand Aristide. Et quant au troisième qui a été assassiné l'année dernière, le président Jovenel, c'est une autre histoire. Il fait partie d'un autre pouvoir qui a été mal élu dans des élections soutenues par un certain nombre de pays européens et les Américains, où très peu de gens ont été votés, mais qui ont livré les régimes qu'on a eus pendant les 10 dernières années. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le taxi qui m'amenait, je suivais la conférence de la société civile qui désignait le prochain président et le prochain premier ministre du pays. Voilà. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur le terrain. La société civile se défend depuis 30 ans pour garder la démocratie à un niveau acceptable, malgré les ingérences des ce qu'on appelle les pays amis, paradoxalement, Haïti. Et voilà, et je fais partie aussi de ce combat. Voilà. Merci. Bonsoir, Monsieur Peck. Bonsoir. Tout d'abord, votre œuvre elle est magistrale, c'est une telle somme, c'est un bonheur formel, enfin, à tout point de vue. J'ai vu là, cette nuit, je me suis arrêté au troisième, mais c'est une drogue dure, votre film, ça fait un bien fou. Voilà, ma question, en fait, c'est un peu pour répondre à la première question sur comment la société française pourrait recevoir ce film et qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Vous l'avez dit, vous avez tout mis dans le film, après à chacun de faire avec. Et ce que je trouve vraiment original et qui pose encore problème aujourd'hui, par exemple, c'est le siècle des Lumières. Quand vous approchez cette idée des Lumières et qu'à côté, il y a toute l'histoire esclavagiste de la France, je trouve que cette position, malheureusement, elle est encore totalement
noyé par le grand roman national, vous voyez, la fétichisation dont vous parlez du débarquement, de la découverte de Christophe Colomb, etc. Voilà. Donc, à la fois, je vous suis tellement sur tout ce que vous apportez comme matière, et en même temps, je me questionne sur la société aujourd'hui, surtout celle d'aujourd'hui, avec ces espèces de démons, de fantasmes d'un passé qui n'a jamais existé. Enfin, vous voyez, cette société qui me semble réactionnaire. En tout cas, merci 10 000 fois. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est très beau, c'est cinématographique. Je suis content d'être là sur grand écran. Merci. Juste un mot par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça le danger. Où si on ne fait pas attention, on est pris tous les jours dans cette hystérie médiatique sur le moindre incident. Et on va passer sa journée à écouter un peu partout qui dit quoi, quelle petite phrase, et le lendemain, ça recommence pareil. Le matin, on ne sait jamais quel est le mot, quel est l'incident qui va générer, qui va passer d'ailleurs. Si on zappe un peu, on voit que tous, ils vont discuter des 2-3 thèmes de la journée. Et puis c'est tout. Le lendemain, on remet une pièce dans la machine. Et si on ne prend pas une distance par rapport à ça, on ne peut pas non plus comprendre ce qui se passe. Et j'espère que ce film-là aide un peu à prendre un peu de distance. Parce que quand on a le nez dans le cambouis comme ça, on ne voit pas clair. Et c'est un peu ce qu'est devenu la démocratie aujourd'hui. On ne se rend pas compte de sa vraie valeur. On peut même se demander, est-ce que c'est la démocratie? Et cette question est valable aux États-Unis aussi, actuellement, quand on voit les débats, quand on voit comment la machine est malade, comment on est passé à 2 doigts d'un putsch. Donc voilà, c'est le genre de souci qu'on doit se faire. On est tellement tribalisé, on a des chapelles, on se parle à peine les uns les autres. La moindre discussion devient un pugilat. Et je vois comment ça se passe ailleurs. Ça ne se passe pas forcément comme ça ailleurs. Il y a des nuances en Allemagne, les discussions sont déjà un peu plus apaisées. Parce que l'Allemagne a une autre structure, et puis peut-être parce qu'ils ont pu quelque part relancer leur démocratie autrement après la guerre, après la monstruosité de la Shoah. Leur fédéralisme aide aussi, le fait que à tous les niveaux, même dans l'économie, on est obligé de discuter les choses. Ici, c'est déjà différent et ça cause beaucoup de dégâts. Donc voilà, et c'est pas plus mal de prendre un peu de distance et quand on prend un regard sur 700 ans, on a tout de suite une manière, une possibilité de relativiser les choses. Et que voilà, il y a des retours, il y a des avancées, il y a des reculs. Bonsoir Monsieur Peck. Bonsoir. Merci pour cette somme de travail, pour votre cinéma en général. Merci pour ces outils de conscientisation qui peuvent amener à des outils pour lutter aussi les choses qui nous concernent actuellement. Par rapport à ce que vous posez comme acte et comme réalité historique, on se retrouve en ce moment sur une ligne de fracture aussi, une crête, où est à l'œuvre le négationnisme, maintenant généralisé, des confusions avec des falsifications d'histoire. Comment aujourd'hui on peut appréhender ces courants contraires? Comment est-ce que, quand vous œuvrez comme ça à la conscientisation des gens, et que ça donne des outils pour une lutte pour la liberté, alors qu'il y a un fascisme
appelons les choses comme elles sont, mondiale qui est en train d'avancer, comment est-ce que deux discours contradictoires où on essaye de poser une intégrité historique comme vous le faites, on peut contrer un négationnisme et des falsifications à l'œuvre actuellement? Bon. C'est un peu complexe tout ce que vous dites là, parce que en effet, il y a beaucoup de combats. Mais ma réponse générale à ça, c'est il faut sauter l'idée qu'il va y avoir une solution qui vient de quelque part et qui va rendre les choses meilleures. L'histoire nous montre que chaque pas que nous faisons en avant est le résultat de combats. Et je dirais même parfois de combats à mort. Beaucoup de générations ont dû se battre. Beaucoup ont perdu la vie pour que leur société avance. Et aujourd'hui, rien de tout ça n'a changé en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la... Je ne sais pas, prenons l'exemple de la jeunesse française aujourd'hui. Est-ce que c'est imaginable qu'il va suffire de tweeter pour faire changer les choses? Or, si on tweet de chez soi et qu'on n'a plus la jeune dame là, pour ne pas vous citer, mais la nécessité de se voir, de discuter l'un avec l'autre, la nécessité d'avoir des alliés, la nécessité de mettre les choses à plat, puisque apparemment nous n'avons pas le même récit. Donc il faut mettre ces choses à plat. Un exemple qui est un peu dans le film, moi j'ai été à l'école, j'ai appris d'abord que sur l'île d'Haïti, il y avait des Indiens, il y avait les Taïnos, il y avait les Arawaks, il y avait des reines, des rois, des empires. Nous avons appris ça à l'école. Puis nous avons appris que on a importé des Noirs d'Afrique. Et puis qui se sont installés aussi. Parfois ils se sont mélangés avec le reste des Amérindiens. Mais ils ont créé un autre peuple. Et ce peuple s'est battu contre la colonisation. Et on connaît l'histoire de France aussi bien que les Français. Et de l'autre côté, tout Haïtien sait que Napoléon a décidé en 1802 de rétablir l'esclavage en Haïti et a envoyé une flotte de plus de 60 bateaux, plus de 30 000, voire plus haut, 50 000 hommes, pour rétablir l'esclavage et ensuite partir en Amérique, coloniser les parties de l'Amérique, la partie centrale de l'Amérique qui appartenait par traité à la France. Et les Haïtiens le bloquent. Et l'armée est anéantie en 2 ans. Et la France est obligée de céder pour pas grand-chose. Non seulement la partie sud que Jefferson voulait avoir. Jefferson voulait un accès à la mer du côté de la New Orleans. Et Napoléon a dit, non, non, prenez tout. On n'a pas les moyens, prenez tout. Et ce fait-là, le fait de la révolution haïtienne qui bloque l'esclavage, qui change la géopolitique de l'époque. Parce qu'on parle de 4 grandes puissances, il n'y en a pas plus à l'époque. Et qu'on rend cette révolution, on le passe sous silence. On ne peut pas comprendre le reste de l'histoire. On ne peut pas comprendre, par exemple, que cette armée dirigée par Toussaint Louverture, qui est général français au départ, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne ses épaulettes sur les champs de bataille, 60% de ses troupes étaient nées en Afrique. Et là, on est en 1800, 1802, 1803. Haïti devient indépendante en 1804. Mais quand l'Europe part en Afrique, soi-disant pour civiliser, et aussi pour
trouver le schéma manquant dans l'évolution des races. Ils avaient déjà rencontré ces Africains qui les avaient battus à plat de couture, un peu moins d'un siècle avant. Vous vous rendez compte le trou scientifique et historique? Donc, toutes ces choses-là, si on ne les met pas dans l'ordre qu'il faut, dans la connexion qu'il faut, on ne va pas comprendre pourquoi fin 19e siècle, c'est à ce moment-là qu'on commence à imaginer des théories de hiérarchisation des races. Parce qu'on en a besoin comme instrument, parce qu'il faut justifier les choses. Même si c'est basé sur rien du tout. Donc, ça permet aujourd'hui de comprendre mieux ce qui se passe. Et quand on se rend compte, c'est que l'année dernière qu'une partie de la France découvre que Napoléon avait ordonné le rétablissement de l'esclavage. C'est un problème d'éducation nationale. Donc c'est ça c'est juste un exemple. On pourrait en prendre beaucoup d'autres. Donc c'est ça les problèmes fondamentaux. Au départ, c'est aussi un problème d'éducation. À l'école déjà. Et puis apprendre à vivre avec l'autre, à comprendre l'autre, que l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, c'est vous aussi. Et au cinéma, c'est pareil. Quand on tue les Indiens, ça aurait pu être vous. Donc, voilà, c'est une espèce de matrice de pensée. Comment on pense l'autre, comment on pense tout ce qu'on nous met devant, les images, les livres. Tout ça est important. Il faut, voilà. Aujourd'hui, on se doit d'être éveillé, comprendre et agir. Bonsoir M. Peck, je suis M. Lasconi, je suis documentariste également et historien. Et je voudrais avoir une statistique, parce que je me pose la question, comment vous avez pu survivre dans ce métier avec une telle intégrité? Vous faites mieux qu'un historien finalement par votre œuvre, parce que vous remettez à plat couture tout le récit colonial et négrier. Et je tenais à vous en féliciter, parce que à chaque fois que je regarde vos œuvres, j'ai l'impression de prendre un cours de cinéma. J'ai découvert votre œuvre grâce à la mort du prophète d'Ekia Patrice Lumumba. Je ne parle pas du film, vous avez fait 2 films sur Lumumba, mais c'est le documentaire qui m'a inspiré de vous rendre la politesse en me rendant en Haïti, où j'enseigne, et où j'ai fait mon dernier film sur Haïti, que j'ai intitulé Haïti, l'union fait la force. Malheureusement, j'étais pressé, je ne voulais pas être en retard, j'ai oublié, et je tiens à vous remettre un exemplaire. Et pour terminer, je dirais tout simplement que vous avez traduit en images ce qui a valu à Aimé Césaire d'être exclu de l'éducation nationale française, un extrait du discours sur le colonialisme. Et donc, je n'en dirai pas plus. Merci infiniment pour le Merci à vous. Bonsoir, Monsieur Peck. Bonsoir. Je voulais seulement, étant qu'haïtienne, saisir cette opportunité pour vous remercier. Et vraiment, cette contribution à l'éducation universelle est nécessaire, est urgente même. Et il y a tant d'émotions à voir ces 2 premières parties de votre belle œuvre que je n'ai ni question ni commentaire, simplement de la gratitude et ce besoin de vous remercier pour votre travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être juste un petit commentaire sur comment j'ai pu faire tout ça. Mais vous savez, on trouve des alliés partout. Dès que j'ai commencé le cinéma, ma décision a toujours été de ne pas faire de films pour une minorité de convaincus. Il fallait aller là où sont les gens, vers le plus grand espace possible. Donc, de ne pas avoir une carrière marginale. Même si beaucoup de mes films ont pris du temps pour atteindre les groupes. Simplement, la démarche a toujours été de trouver aussi, par la constante, par le fait de ne pas faire de films pour de l'argent,
le fait de pouvoir dire non, parfois, souvent même, le fait de ne pas faire de compromis politique, le fait d'aller au bout des choses, quel que soit ce qu'on risque. Je pense qu'à chaque fois, à chaque film, dans ma tête, je me dis, c'est peut-être le dernier, c'est surtout pas le moment de faire de compromis, il faut aller au bout. Et en fin de compte, on dure comme ça, parce qu'on n'a pas fait de compromis. Et ce film, c'est probablement le film où j'ai eu le plus de liberté, ainsi que le plus de moyens, quasi illimités pour un film documentaire, pour aller au bout de ce qui était nécessaire. Voilà. C'est important de dire que voilà, les combats, on n'a pas besoin forcément de les mener isolés. On trouve des alliés partout. Il faut juste installer suffisamment de confiance et de durabilité, quelque part. C'est-à-dire que voilà, la confiance, elle ne se crée pas comme ça. Et à un moment donné, voilà, vous pouvez vous retourner et voir que vous avez établi des points, et ces points disent quelque chose, et donc vous arrivez face à l'autre, il sait ce que vous avez fait. Donc il y a des compromis qui sont déjà hors sujet. Donc ça permet en effet d'avancer plus vite, aujourd'hui en tout cas. Bonjour. Bonjour. Un peu comme tout le monde, je suis très ému d'avoir vu ce film. Du coup, je voulais vous remercier notamment parce que moi, je suis né en 1985 et j'ai l'impression depuis enfant que je ne pouvais pas juste croire à cette histoire, c'est-à-dire, enfin, à toute à l'éducation nationale, et qu'il y avait comme quelque chose au fond de moi pour que je puisse vivre sainement. Je devais forcément réécrire cette chose, réécrire des théories que j'avais pas forcément j'avais pas la force de dire tout haut ou à quelques personnes. C'est vrai qu'avec ce genre de film, ça permet tout simplement de pas se dire on est fou. On est fou. Et je me souviens. Excusez-moi, monsieur, vous avez fait tomber quelque chose de ça. Pardon. Et ça me rappelle une petite histoire. Alors, posez une question, parce que sinon les autres... Ma question est beaucoup plus légère. Étant animateur 2D et illustrateur, j'ai aussi très été touché par toute l'animation et les dessins dans votre film. Je sais que c'est quelque chose de courant dans les documentaires. Et je voulais savoir, vous, pourquoi vous les avez utilisés. Est-ce que c'est... juste pourquoi vous les avez utilisés. Et à ce point. Bon, comme vous pouvez le penser, ce film qui couvre 700 ans d'histoire, et pas seulement l'histoire européenne, mais l'histoire de plusieurs continents, les images pour cette histoire n'existent pas, dans beaucoup de cas. Les histoires vues de mon point de vue n'existent pas. Donc il y a tout un travail de déconstruction qui doit être fait, tout un travail de recherche d'archives, de choix de photos qui doivent se faire, et essayer d'enlever l'autre regard qu'il y a dans cette documentation. Un exemple que tout le monde comprendra facilement, il y a toute une série, je ne sais pas s'il y en a déjà dans les deux premiers. En tout cas, il y a des photos de femmes, entre parenthèses, par exemple, de femmes dénudées avec des colons qui prennent des photos. Mais il y a une grande collection de ces photos qui sont impossibles à regarder. Donc il faut pouvoir, parce qu'il faut le montrer en même temps, mais il faut faire un choix. C'est-à-dire et moi, et dans l'équipe qui travaille avec moi, en général, on privilégie des photos où l'objet de ces photos regarde l'objectif, afin au moins d'installer un rapport humain entre objet et sujet. Et voilà, donc c'est des difficultés permanentes qu'on doit inventer artistiquement pour s'en sortir. De la même manière, j'ai utilisé la fiction pour les mêmes raisons. Parce que je ne voyais pas comment faire passer
un certain nombre de sentiments, de ressentis, de colère, d'émotions, tout simplement, avec les images usuelles. Et je ne pouvais pas les trouver à travers le cinéma américain, je ne pouvais pas les trouver à travers les documentaires, ni à travers les archives. Donc, mon approche, c'est toujours de trouver une manière de montrer dans le récit ce qui doit être montré. Donc je fais feu de tout bois. Pareil pour les dessins. C'est un très grand illustrateur, dessinateur, cantoniste, Maël, qui a fait ce dessin. Et voilà, et Maël est venu travailler avec nous. Il a décidé de mettre de côté le livre sur lequel il travaillait, et pour lequel il avait une date de remise, en disant « Ce film est important, je viens travailler avec toi ». Il a travaillé pendant 6 mois, dessin après dessin, parce que chaque dessin prend plusieurs journées. On a des animateurs qui ont travaillé également. Et tout ça pour dire que c'est l'effort de beaucoup de gens pour arriver à un film comme ça. Il n'y a pas une seconde de ce film qui n'ait pas été vraiment travaillé, réfléchi, essayé, déconstruit, etc., jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout s'accroche. Et pareil pour la musique, pareil pour les sons, la composition aussi. Alexa est là, je ne sais pas, ce soir, qui a composé la musique. Donc, il faut y aller avec un état d'esprit en se disant je dois faire passer des choses, même quand je n'ai pas les images pour ça, mais il faut les inventer. Bonsoir, merci pour votre magnifique travail. Ma question portait également sur la forme, sur la structure en fait globale de votre documentaire, parce que vous n'avez pas choisi en fait une structure chronologique, vous avez plutôt opté pour une dynamique spiralaire qui confond les temps et les lieux. Et je voulais savoir si cette forme elle s'était imposée dès le début de votre démarche, ou si vous aviez envisagé premièrement une approche chronologique et puis ensuite vous aviez opté pour cette juxtaposition de temps et de lieu. Merci beaucoup. Alors, aucun de mes films n'a une structure linéaire. C'est un parti pris dès le début, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était justement l'idée de déconstruire. Je ne viens pas vers le cinéma pour faire ce que les autres ont fait, et je viens pour raconter mes histoires. Et mes histoires n'avaient pas de place. Je n'avais pas les instruments qu'il fallait, j'ai dû les inventer, et en particulier la structure linéaire hollywoodienne en 3 actes, qui est là pour vous mettre dans un état de consommation, et qui ne vous... Voilà, il y a les hauts et les bas, mais à la fin, vous restez dans ce monde organisé. Le cinéma que je fais, il est différent. Il doit vous permettre d'entrer dans une interaction avec moi, avec le sujet, et avec vous-même. Parce que c'est ça l'idée. C'est comment vous forcer un peu à construire l'histoire avec moi. Donc je laisse des ellipses, je saute, je reviens, mais sans bien sûr vous perdre, parce que sinon c'est pas la peine. Donc c'est vrai que c'est volontaire de ne pas simplement s'installer dans une histoire linéaire, d'autant que ça ne correspond pas à la réalité. Nous vivons dans des mondes complexes. Il y a des simultanéités, il y a des manières, il y a d'autres types de constructions graphiques, structurelles, etc., qui sont beaucoup plus proches de la réalité, de ce que nous vivons. Donc ma structure, elle suit justement ces différentes choses, ces différentes histoires, ces différents recoupements, et de les donner, bien sûr, toujours sous une forme de cinéma. Il faut que je reste quand même dans la notion que je fais du cinéma, que je ne fais pas un doctorat, que je ne fais pas simplement un récit didactique. Alors, on va prendre 3 dernières questions. Bonjour Monsieur Peck, et encore merci pour
pour la projection et pour ce film magnifique. La question que je vous ai posée, c'est suite à une des remarques de mon ami lors de la projection, il avait l'impression en fait que cette œuvre c'était un peu l'apothéose de toutes vos œuvres en fait, voilà, passées. Non, je peux mourir tranquille. Oui, mais en tout cas, non, mais non, je voulais dire que voilà, qu'on sentait que c'était quelque chose de vraiment comme une apothéose. Est-ce que c'est le cas du coup? Et la deuxième chose... C'est à vous de le dire. Non, ce que je disais tout à l'heure, je fais chaque film comme si c'est le dernier. Parce que nous ne maîtrisons pas notre sort. Et faire un film, c'est compliqué. Faire un film qu'on veut faire, c'est compliqué. Et donc, on a intérêt à ne pas rater son coup. Donc, c'est vrai que on se donne les moyens. Et en l'occurrence, je pense que sans ces 3 livres, j'aurais pas pu faire ce film. C'est pour ça que je signe le film avec eux, puisque une bonne partie du travail est fait. Et donc c'est important, en effet, c'est pas un amusement pour moi. C'est une forme de combat, c'est ma forme d'engagement en tant que citoyen. Donc c'est pas un jeu. Donc je peux pas, je ne m'amuse pas. Je peux pas, surtout quand on vient de mes territoires, on est obligé à ce que chaque coup compte. On n'a pas comme ça des caisses de munitions derrière. Si on rate une volée, c'est pas grave, on en fait. Non, il faut que chaque coup compte et porte et dure surtout. Donc je fais en sorte que ces films-là. Alors pour être honnête avec vous, beaucoup de mes films, et en particulier les 4 derniers, que ce soit Le jeune Karl Marx, I Am Not Your Negro, celui-ci, je me disais très honnêtement que peut-être la prochaine génération, les 2-3 prochaines générations, sauront quoi en faire. Voilà. Donc je les ai faits pour qu'ils puissent durer et qu'ils ne soient pas datés, mais que d'autres en auront besoin plus tard. Parce que du train que ça va, je vois qu'autour, les gens, c'est pas audible ce qu'on dit. Et il faut trouver beaucoup de ressources pour capter l'attention des gens sans tricher. Donc voilà, je vois en réaction à ce film, l'autre jour, il y a une semaine, on a fait une avant-première à Beaubourg où il y avait une salle de 400 jeunes. Bon, j'ai vu comment ils ont réagi, j'avais un espoir. Il y avait une espèce d'énergie dans la salle, et c'est vrai, c'est ce qui manque. C'est-à-dire, on a perdu un peu le genre de mobilisation qui existait il y a 30-40 ans, et qui font que les choses peuvent bouger. Parce que les choses ne peuvent pas bouger par téléphone. Ça n'existe pas. Il faut se voir, il faut discuter, il faut réapprendre même parfois à discuter les uns avec les autres. Merci. Et ça revenait sur la deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes déjà rentré en contact peut-être avec... on parlait beaucoup d'éducation, avec l'éducation nationale, peut-être pas juste de France, mais de différents autres pays, pour permettre de projeter ce film à plusieurs écoles. Mais justement, bon, d'abord, je pense que la plupart de mes films sont enseignés, on s'en sert, les associations s'en servent, les groupes de jeunes, les écoles, les universités, dans beaucoup de pays. Mon film Lumumba, la mort d'un prophète, qu'on a fait en 91, circule beaucoup encore. Donc ce film en particulier, on a demandé à HBO Max de fonder une campagne de 2 ans de vulgarisation vers les écoles et les universités. Donc ils ont financé ça, c'est en cours, et ça a été inauguré en novembre, le jour, puisque le président Biden a décrété un jour jour amérindien. Je ne sais plus comment le traduire en français, en tout cas. C'est un jour pour commémorer ou célébrer les Amérindiens. Et à cette occasion, on a inauguré cette série. Et il y a eu
4000 écoles connectées, et on a développé un curriculum, et il y a 2 femmes amérindiennes qui mènent le programme, et qui va être distribué partout aux États-Unis. Oui, bonsoir, je m'appelle Maurice. Vous dites que vous avez couvert dans ce film 700 ans, et effectivement, quand on voit la séquence des images, moi, en tant que téléspectateur, j'ai l'impression d'avoir vu, c'est comme si j'avais feuilleté un magazine, avec à chaque page des photos d'atrocités. Donc je suis un peu frustré dans le sens où on passe d'un sujet à l'autre. Et j'ai l'impression, du moins j'ai l'impression qu'on ne fait qu'effleurer, mais une espèce de zapping. Et là, ma question, c'est pourquoi? Alors, c'est pas du tout un zapping. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout est précis. C'est comme une horloge. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu l'attention nécessaire? J'en sais rien, mais chaque mot dans ce film compte. Alors, c'est sans animosité, je vous engage à le revoir. Franchement. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien qui manque. J'aurais pu faire 10 épisodes, j'avais la possibilité. D'ailleurs, le premier montage que j'ai fait sur papier, sur tableau, il y avait 12 épisodes. Et nous l'avons coupé, justement, nous avons enlevé ce qui était des répétitions, ce qui était trop compliqué à comprendre, et il restait vraiment dans le récit de déconstruction de 600 à 700 ans d'eurocentrisme, de conquête du monde. Voilà, pour revenir à l'origine des théories de hiérarchisation des races. Voilà, en gros, c'est ça. Bien entendu, l'idée de ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire un film linéaire, c'est justement pour vous engager. Et à un moment dans le film, je dis, laissez tout préjugé et amener de l'humilité et de la patience pour voir ce film. Tout ça, c'est exactement pour les raisons que vous dites. Parce que si vous êtes habitué à consommer comme ça les images, vous allez passer à côté du film. Et moi, je ne peux pas lutter contre ça. Donc je sais, ce film, il est cadré, je donne les codes dès le début. Voilà, je donne les avertissements, j'aide un peu à rentrer dans ce circuit. Et ce n'est pas un film qu'on peut juste s'installer et consommer. Il nécessite votre engagement également. Voilà. Et je vous encourage vraiment à le revoir. Et d'ailleurs, l'expérience montre qu'on le voit une fois, on le voit 2 fois, on voit tout un autre film. Plus on le voit, plus on tire des choses. Parce que tout est là, tout est dedans. Et ça mission. Au-delà de ce que moi, j'ai pu mettre dans le film. Chacun amène encore des couches supplémentaires. Voilà. Dernière. Bonsoir M. Peck. Bonsoir. Comme tout le monde, je vous remercie pour ce film, vraiment, cette contribution à l'histoire, je pense, même si, comme vous l'avez écrit, ce n'est pas une contribution historique directe, c'est un récit. Je voulais revenir sur un passage qui m'a beaucoup marqué, une séquence avec Josh Hartnett, où on voit justement en esclavage des personnes blanches. Ce sont des images qu'on a du mal à s'imaginer parce qu'elles n'existent pas. Et quelle était l'intention derrière? Comment vous avez pensé cette séquence et quelle était l'intention derrière? Il y a certainement plusieurs intentions derrière, mais l'une d'elles, c'était justement cette image que j'ai jamais vue au cinéma. Et qu'il fallait que je teste pour voir qu'est-ce que ça dit. Comment... vous savez, c'est comme quand sur TikTok, on voit les petits chats, on pleure pour ces petits chats. Et aujourd'hui, la carapace est tellement épaisse qu'on a tellement vu d'images d'atrocités que on réagit presque pas. Vous voyez les images de migrants, on réagit quand il y a le corps d'un petit bébé sur une plage. Et ça fait le tour du monde. Il y a presque une beauté pornographique du drame. Et cette scène d'esclavage, c'est un peu pour tirer
certains spectateurs dans ce confort de dire mais ça peut être vos enfants, tout simplement. Et il fallait que je puisse mettre à travers ces scènes-là, justement. D'ailleurs, cette scène, c'est un récit d'un pasteur, c'est dans le livre de Sven, le récit d'un pasteur suédois qui est sur ce bateau, parce que ses enfants, on va les mettre sur un bateau, et le dialogue s'est tiré du récit de ce pasteur, où il demande au capitaine, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces enfants? Et le capitaine dit, mais les enfants, c'est un changement. Oui, on va faire, ce sont des esclaves, et puis on va en utiliser certains comme soldats. C'est véridique, c'est verbatim. Donc, c'est ma manière à moi de jouer avec cette vérité. Tout dans le film est vrai. Je n'ai rien inventé. Par contre, j'ai joué sur la manière de le montrer. Merci beaucoup, Henri Beck. Merci, copine.